Bonjour, on se retrouve pour continuer ce deuxième chapitre de la protozoologie médicale et vétérinaire des ruminants. On passe maintenant à un autre groupe de maladies appelées les hémoparasitoses. Ce sont des maladies qui affectent principalement les cellules de l'appareil circulatoire. La babésiose bovine est une maladie infectieuse, inoculable, mais non contagieuse des bovins. Elle est transmise par la salive de différentes espèces de tiques durs de la famille des Ixodidés. C'est une maladie qui est mortelle si elle n'est pas traitée précocement. C'est une maladie intra-érythrocytaire qui affecte donc les hématies et qui cause des troubles digestifs, cardiaques, pulmonaires et rénales. C'est une maladie qui touche tous les organes nobles et qui peut entraîner la mort chez l'animal si traitée tardivement. Les babésies sont des parasites apicomplexes qui présentent un cycle qui est dixène et donc incluant deux hôtes. On cite notamment quelques espèces qui touchent les bovins. Tout d'abord avec Babesia divergens, qui est une babésie de petite taille, donc avec une taille qui est inférieure au rayon de l'hématie. Elle mesure 1,5 micromètres sur 0,4. Comme on va le voir par la suite, Babesia divergens apparaît assez polymorphe sur les étalements sanguins. Elle peut se présenter sous des formes qui sont arrondies, des formes allongées et des formes piriformes. L'agent vecteur le plus commun au Maroc est Ixodes ricinus. Une autre espèce de babésie qui touche les bovins est Babesia bigemina, ou aussi appelée la grande babésiose. C'est une babésiose qui occupe toutes les masses. Elle est l'agent causal de la fièvre attique bovine ou fièvre du Texas. Elle est transmise par plusieurs espèces. On cite notamment Rhipicephalus bursa, Haemophysalis punctata et Buphyllus annulata. Enfin, une autre espèce de babésie touchant les bovins est Babesia bovis ou petite babésiose. Elle est aussi appelée babésiose profonde. Elle mesure 2,4 sur 1,5 micromètres et elle cause la forme la plus foudroyante de la maladie. Elle est transmise par une diversité de tiques, dont les tiques du genre Rhipicephalus au Maroc. Pour ce qui est du vecteur de cette maladie, comme on l'a déjà cité, ce sont des tiques dures, qui appartiennent généralement à la famille des Ixodidés. Ce sont des tiques dures métastigmates, comme on peut le voir sur cette représentation. Ce sont des parasites obligatoires hématophages, à tous les stades de développement. La femelle pond 5000 à 20 000 œufs avant de mourir. Le cycle de la babésiose est divisé en deux. Une phase chez le vecteur, que l'on voit ici en jaune, et une phase chez l'hôte, que l'on voit ici en gris. Donc, après un repas sanguin, au sein de certains globules rouges se forment des progamètes qui pourront survivre dans l'intestin de la tique vectrice, Ixodes ricinus. Après fusion de la gamète mâle et femelle et la formation d'un zygote, ce dernier va subir une division intense conduisant à l'envahissement de nombreux tissus dont les ovaires, les œufs et par conséquent, les larves qui en sont issues sont infectées. Donc, la transmission chez la tique est transovarienne. Lors de l'amie de la tique du stade larvaire au stade nymphal, le protozoaire va gagner les glandes salivaires et s'y multiplier par fission binaire. À la fin du processus, les cellules glandulaires se rompent et libèrent le contenu, qui sont les sporozoïdes qui sont le stade infectant. Lors d'un autre repas sanguin, les sporozoïdes sont donc inoculés avec la salive chez le bovin, ce qu'on appelle la transmission transstadiale. Ce processus se répète lors de la dernière mue et du passage au stade adulte. La période d'incubation est de 1 à 2 semaines après la piqûre infectante chez l'hôte. Le sporozoïde se divise en deux mérozoïdes par bipartition. Après l'hémolyse, les progamètes passent dans la circulation sanguine et la tique reprend le cycle après un autre repas sanguin. L'épidémiologie générale des babésioses repose sur l'interaction de plusieurs facteurs. Le premier facteur est l'espèce de babésie, par exemple Babesia divergens, est nettement pathogène, par exemple comparé à Babesia major. Le deuxième facteur est l'âge de l'animal à la primo-infection. Les jeunes animaux sont nettement moins sensibles à la maladie que les adultes. Les cas de mortalité les plus sévères sont généralement observés chez les vaches gestantes ou allaitantes. Une autre notion à prendre en considération est la notion d'état enzootique stable. En effet, dans les zones où cet équilibre est stable, la pression d'infection est forte et les veaux sont protégés des atteintes cliniques, du fait de leur âge et du transfert d'antico-colostraux. Dans ces circonstances, les atteintes cliniques sont inapparentes et l'atteinte clinique est inapparente. À l'opposé, dans les endroits où existe un équilibre enzootique instable, la pression d'infection est faible. Peu de tiques sont infectés et les veaux sont peu ou pas exposés à la maladie. Dans ces conditions, les primo-infections concernant les animaux adultes présenteront des signes cliniques graves, ce qui entraînera des mortalités. Le rôle du stress
comme étant un facteur déclenchant de la maladie est très cité. Ceci explique l'atteinte grave chez le bétail allaitant ou chez les vaches gestantes. Le même rôle du stress peut être joué par les maladies intercurrentes. Pour le cas de Babesia divergens, par exemple, le vecteur qui est Ixodes ricinus prolifère dans un biotope qui nécessite des facteurs conditionnant sa prolifération. On cite notamment la présence de mammifères assurant l'engorgement de tous les stades de la tique. Car, comme cité précédemment, les ixodidés sont hématovages à tous les stades. S'il y a présence d'une zone boisée près des pâturages des bovins, l'humidité et l'importance du couvert végétal permettent le développement et la prolifération de tous les stades d'Ixodes ricinus. On passe maintenant à la pathogénie de la maladie. Donc, après l'arrivée des sporozoïdes dans le sang, ces derniers pénètrent à l'intérieur des globules rouges et s'y multiplient rapidement sous forme de mérozoïtes. Il en résulte une lyse rapide des hématies qui se manifeste cliniquement par une forte fièvre. Elle se manifeste aussi par une anémie, une hémoglobinurie et une série de signes cliniques que l'on va citer plus tard. Il est à noter que cette phase, en cas d'atteinte suraiguë, peut être fatale en quelques jours. On passe maintenant au tableau clinique. L'incubation des babésioses est variable, mais dure en moyenne 8 jours. Les prodromes de la maladie sont peu spécifiques. On signale notamment un abattement, un hérissement des poils, une atonie des réservoirs digestifs. Ensuite, s'ensuit une hyperthermie qui est suivie d'une hémoglobinurie due à la lyse des hématies, comme précédemment cité. On note ensuite des muqueuses qui deviennent très pâles jusqu'à devenir ictériques. On signale aussi un pâlissement du foie et un ictère. À ce stade-là, l'animal devient anorexique et la rumination est interrompue. La production laitière chute brutalement. Suite à la bilirubinurie et à l'hémoglobinurie, les urines prennent une couleur qui est de plus en plus foncée et un aspect mousseux. Si l'urine devient noirâtre, il est trop tard pour l'animal et le traitement n'est plus envisageable. Parmi les signes pathognomoniques des babésioses, on cite une diarrhée en forme de jet de corde en alternance avec des constipations. Ces phases de constipation alternent avec des phases de diarrhée et sont très caractéristiques de la maladie. On peut aussi citer parmi ces signes des formes nerveuses qui peuvent occurrer avec une modification du comportement. On signale aussi des avortements liés à l'hyperthermie et beaucoup de symptômes ne sont pas nécessairement visibles chez tous les animaux, mais peuvent occurrer comme l'ictère dans l'estomac, l'atteinte nerveuse comme précédemment cité et une chute de poids. En cas de survie de l'animal, la convalescence est très longue. On peut aussi noter des atteintes subaiguës liées à des rechutes qui se caractérisent par une fièvre et éventuellement un subictère et surtout par une baisse notoire du gain quotidien moyen. Les lésions caractéristiques de la babésiose sont d'abord observées sur le vivant avec une muqueuse buccale, conjonctivale et anale qui est pâle, voire ictérique selon le stade d'atteinte. On note aussi des pétéchies, un amaigrissement marqué et un temps de remplissage des capillaires qui est augmenté. Sur le cadavre, on note un foie qui est l'organe noble le plus atteint, qui prend une couleur pâle et carnée. Ceci est dû à l'ictère hémolytique préhépatique. On peut aussi observer occasionnellement une splénomégalie et des pétéchies sur le péricarde et le myocarde. Pour ce qui est du diagnostic, le diagnostic clinique et épidémiologique oriente déjà les suspicions. La présence de tiques est d'un milieu favorable pour la prolifération, associé à un tableau clinique caractéristique avec une anémie, une hyperthermie, un amaigrissement, des muqueuses ictériques, des pétéchies, des diarrhées en jet de corde et tous les signes cliniques précédemment cités, permet de suspecter une forme aiguë de la maladie. Ces mêmes symptômes, plus modérés, avec une chute de production et une chute du gain quotidien moyen, permettent de suspecter une forme subaiguë de la maladie. Le diagnostic différentiel doit se faire avec l'anaplasmose, qui présente des troubles respiratoires, un œdème déboulé et des avortements éventuels. Il doit aussi se faire avec l'intoxication à la mercuriale, avec comme seule différence les signes urinaires, avec une coloration rouge des urines comparée à la coloration foncée notée dans les cas de babésiose. Un examen hématologique est d'un bon appoint pour confirmer le diagnostic de suspicion clinique. On constate notamment une hyperleucocytose,
et une hyper-éosinophilie. On utilise notamment la coloration de Giemsa. La confirmation se fait donc par diagnostic de laboratoire. La coloration d'un étalement mince par la méthode de Giemsa permet d'observer les formes intra-érythrocytaires caractéristiques, d'autant plus que la parasitémie peut dépasser 50% dans les évolutions aiguës. Comme déjà précité, Babesia divergens est assez polymorphe, avec des formes qui sont rondes, des formes piriformes et des formes irrégulières amoeboïdes. La lignée rouge des cellules révèle souvent de l'anésocytose, qui est une variation de la taille des plaquettes sanguines qui affirme une anémie hémolytique régénérative, et de la réticuloblastose, qui est une production accrue d'hématies immatures. Pour ce qui est de Babesia major, elle présente une grande taille et forme des paires avec un angle aigu situé au centre du globule rouge. On peut noter notamment la différence sur ces schémas avec Babesia major qui est de grande taille et Babesia divergens qui prend différentes formes et qui est de taille moindre. Il est à noter que chez les animaux en convalescence, la parasitémie est trop faible pour être détectée. Le diagnostic sérologique est possible, mais il n'est pas très intéressant pour le diagnostic vu que le taux d'anticorps n'augmente significativement que trop tard. C'est plutôt une méthode pour quantifier la situation épidémiologique d'un cheptel. Enfin, pour le diagnostic nécropsique, sur le cadavre, plusieurs lésions précédemment décrites peuvent orienter le diagnostic, notamment le foie palais carné, la splénomégalie et les pétéchies sur le péricarde et le myocarde. Pour ce qui est du traitement, le pronostic médical est bon si le diagnostic est précoce. Mais le pronostic économique est toujours grave du fait de la rechute de la production laitière qui ne revient pratiquement jamais au seuil initial. Le traitement repose principalement sur l'utilisation des imidocarbes, avec notamment l'imidocarbe propionate à dose de 1,2 mg par kg. On peut aussi utiliser le diménazé-nacéturate et l'amicarbalide, qui ne sont pas disponibles au Maroc. On doit aussi pratiquer un traitement symptomatique avec l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, des hépatoprotecteurs, des diurétiques, des antipyrétiques et des cardiotoniques. La transfusion peut être utilisée comme dernier recours chez les animaux de haute valeur génétique, avec l'apport d'au moins 5 litres de sang frais. Dans les formes aiguës, le pronostic demeure réservé, notamment si l'hématocrite est inférieur à 15% et si l'ictère est très prononcé. La prévention de cette parasitose repose principalement sur la lutte contre le vecteur et l'utilisation d'acaricides. D'autres mesures visant à modifier le biotope sont possibles, notamment en limitant l'accès des bovins aux zones directement adjacentes aux zones boisées, par la pose de clôture. Des vaccins atténués existent contre Babesia bigemina et Babesia bovis, mais pour ce qui est du cas de Babesia divergens, il n'existe pas encore de vaccin. Voici donc pour ce qui est de la babésiose.